Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence organisée par la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares. Aujourd'hui, le sujet sera la sclérodermie systémique et l'utilisation des biothérapies dans cette maladie auto-immune. Donc, le sujet, c'est l'utilisation des biothérapies dans la sclérodermie systémique. Alors, la première question que je voudrais aborder, c'est pourquoi utiliser des biothérapies qui sont déjà disponibles dans d'autres maladies relativement proches de la sclérodermie systémique dans cette dernière? Il y a un certain nombre d'arguments pour défendre l'utilisation de biothérapies déjà disponibles avec des indications autres dans la sclérodermie. Alors, parmi ces arguments, pour tous les cliniciens qui participent à la prise en charge de la sclérodermie, il est courant de constater qu'il existe souvent des syndromes de chevauchement dans la sclérodermie systémique, avec des malades qui pourraient finalement répondre à la définition de plusieurs maladies auto-immunes, et donc on sent bien qu'il y a une parenté assez importante entre ces différentes maladies. Le deuxième élément est un élément qui a été le produit des travaux faits ces dernières années, qui a été la mise en évidence de l'agrégation familiale des maladies auto-immunes. Ceci a été encore renforcé par des publications récentes. Il est fréquent de constater que dans une maladie, il y a souvent plusieurs cas de maladie auto-immune, pas forcément plusieurs cas de sclérodermie, mais souvent un membre atteint de lupus, un autre atteint de polyarthrite rhumatoïde et un troisième ayant une sclérodermie systémique. Donc ceci est venu conforter la parenté entre ces différentes affections, et ça a été encore démontré par tous les résultats des approches génétiques qui ont mis en lumière ce qu'on appelle l'auto-immunité partagée, avec la mise en évidence de gènes de susceptibilité partagés par ces différentes maladies auto-immunes. Ensuite, il y a des arguments plus pragmatiques qui sont déjà la mise à disposition de ces biothérapies dans d'autres maladies. Elles ont passé différentes étapes de validation qui ont permis leur mise sur le marché, et maintenant un recul relativement important permettant de conforter 1. Leur efficacité, et 2. Un bon profil de tolérance globale pour ces biothérapies, ce qui incite à continuer leur développement. Ensuite, pour continuer les arguments pragmatiques, il est clair que la sclérodermie fait partie des maladies sévères du groupe des maladies auto-immunes, et que pour l'instant, il n'y a pas de traitement spécifique dans cette affection. Donc, il est tentant d'essayer d'utiliser dans cette maladie des molécules que l'on utilise couramment par ailleurs, que l'on manie assez bien dans des maladies relativement proches, pour les essayer dans la sclérodermie. Et puis il y a un dernier argument, qui est peut-être un argument moins scientifique, mais qui anime les décisions et les démarches de l'industrie pharmaceutique, qui est de recycler dans une autre indication des médicaments ayant trouvé leur place dans une indication précise. Ça peut avoir des retombées en termes de durée de protection d'un brevet et bien sûr de marché potentiel. Il faut reconnaître que ceci est vrai, et le principal étant de disposer de médicaments dans une maladie pour laquelle il n'y en a pas pour l'instant. Alors, quels médicaments ont été essayés jusqu'à présent dans la sclérodermie? Alors, vous voyez sur ce schéma relativement synthétique, on va dire d'une réponse immune adaptative, qui vous place les différents acteurs avec la cellule présentatrice d'antigènes, une activation d'un lymphocyte T qui va communiquer avec un lymphocyte B, qui va communiquer avec des macrophages, et puis la spécificité de la sclérodermie, c'est cette autre voie de communication avec des cellules mésenchymateuses, les fibroblastes, car ce sont elles qui vont produire le collagène et les autres composés de la matrice extracellulaire qui vont caractériser cette maladie. Donc ce collagène qui va se déposer dans les tissus cibles, ou dans la peau principalement, mais aussi dans le poumon, notamment avec la fibrose pulmonaire, peut-être également dans les vaisseaux, avec les aspects de remodelage et de fibrose des petits vaisseaux. Vous savez que la spécificité de la sclérodermie, c'est cette composante de fibrose systémique. Donc je vous ai positionné différents acteurs connus, et différents acteurs pour lesquels nous disposons de biothérapies disponibles avec d'autres indications. Vous reconnaissez une molécule de costimulation, l'abatacept, le rituximab qui module les lymphocytes B, des médicaments qui modulent la réponse inflammatoire avec l'étanercept
l'infliximab qui sont donc des anti-TNF et le tocilizumab anti-IL-6. Ensuite, deux médicaments un petit peu différents, le fresolimumab qui est un nouvel anticorps anti-TGF-bêta pour lesquels des données ont été publiées l'année dernière, et puis l'imatinib, inhibiteur de tyrosine kinase. Donc pour ces différentes molécules, nous disposons de données plus ou moins approfondies et de pistes quant à leur utilisation et leur pertinence éventuelle dans la problématique de la sclérodermie. Donc commençons peut-être par la famille la plus utilisée, la plus connue des biothérapies, que sont les anti-TNF. Alors les anti-TNF, sur le rationnel biologique et les données disponibles in vitro et in vivo, il y a des données qui sont parfois contradictoires, puisque in vitro, le TNF pourrait avoir des actions plutôt antifibrosantes et in vivo, des résultats différents ont été observés. Donc il n'y a pas de consensus sur le rôle spécifique biologique du TNF dans cette problématique de fibrose. Ensuite, il y a quelques expériences pratiques que je vous ai citées ici. Donc une étude pragmatique qui a utilisé l'étanercept, donc récepteur soluble au TNF, dans des cas de sclérodermie avec arthrite, et un résultat qui a montré une moindre atteinte articulaire, une amélioration de la qualité de vie mesurée par le HAQ. Par contre, pas de différence pour le score cutané, mais les malades n'étaient pas vraiment recrutés pour avoir une atteinte cutanée sévère, et une tolérance relativement bonne, avec 2 effets indésirables, mais sur 18 cas, il est difficile de conclure. En tous les cas, pas de données décisives, ni en termes d'efficacité, et ni en termes, en réalité, de safety. Ensuite, il y a des données plus partielles qui ont été rapportées, avec probablement des biais de publication, puisque vous savez parfaitement qu'il est plus facile de publier un cas qui est positif qu'un cas qui a été un échec. Et donc il y a quelques cas d'atteinte fibrosante pulmonaire, d'HTAP, de morphée généralisée, qui ont été publiés, suggérant que les anti-TNF pourraient avoir une place dans ces maladies fibrosantes. Ensuite, donc, il y a 2 autres éléments importants à prendre en compte. C'est que dans d'autres maladies que la sclérodermie, comme la polyarthrite rhumatoïde, il y a des travaux qui ont suggéré de possibles aggravations de fibrose pulmonaire préexistante. Donc on revient peut-être au rôle du TNF dans cette problématique de fibrose. Ça a été rapporté dans la polyarthrite rhumatoïde, comme je vous l'ai dit, et puis un cas a été publié aussi d'une forme fulgurante d'aggravation pulmonaire après utilisation d'un autre anti-TNF, l'adalimumab. Et une étude spécifique a été publiée dans la sclérodermie. Elle a porté sur l'évaluation de l'infliximab dans la forme cutanée diffuse. C'est une étude ouverte. 16 patients traités, des perfusions à un rythme classique à 5 mg/kg. Et tenant compte des signaux antérieurs, les malades avec fibrose pulmonaire sévère ou atteinte cardiaque étaient exclus. Donc ces malades ne recevaient l'infliximab, mais sans autre traitement de fond associé, ce qui n'est pas maintenant la pratique actuelle de l'utilisation de l'infliximab. Donc les résultats ont été les suivants. Donc il y a eu beaucoup d'effets indésirables, et vous voyez 8 sur 16 ont dû arrêter de façon prématurément le traitement, donc une tolérance qui n'était pas très bonne, notamment avec des phénomènes allergiques importants. Et concernant le critère principal qui était le score cutané, le score de Rodnan, donc le MRSS, Modified Rodnan Skin Score, vous voyez qu'il a évolué, passant d'une moyenne de 26 à une moyenne de 22 pour un maximum de 51, donc une variation relativement modeste, ne suggérant pas une efficacité très spécifique, mais cette étude est une étude ouverte, elle a les limites méthodologiques, mais ces signaux n'ont pas été jugés comme très encourageants pour continuer à développer les anti-TNF dans la sclérodermie, et je ne crois pas qu'il y ait d'autres initiatives actuellement dans cette particularité de l'évaluation des anti-TNF dans le domaine de la fibrose cutanée et la crainte de l'atteinte pulmonaire éventuelle. Donc voilà pour les anti-TNF. Autre cytokine pro-inflammatoire, l'IL-1. Donc l'IL-1, il y a une pertinence biologique pour cibler cette cytokine dans cette maladie. Donc il y a différentes données qui peuvent impliquer l'IL-1 dans la régulation des fibroblastes, notamment l'IL-1RA a été montré comme un acteur potentiel de modulation des fibroblastes. Sur les données génétiques, il y a des données vraiment concordantes pour identifier des variants du gène IRAK1
qui est un gène important dans le processing de l'IL1, donc des associations fortes et reproductibles qui ont été mises en évidence, et puis dans le contexte plus large du processing de l'IL1, l'inflammasome est connu pour jouer un rôle dans la fibrose en relation avec la silicose. Donc je dois dire que jusqu'à présent, je n'ai toutefois pas vu d'utilisation d'aucun anti-IL1 dans des cas cliniques ou des séries observationnelles. Il y a par contre une étude qui est enregistrée, qui serait une étude de phase 1-2, évaluant des biomarqueurs dans un contexte d'utilisation du rilonacept dans la sclérodermie systémique, donc une étude préliminaire enregistrée et dont il ne semble pas que les données soient disponibles pour l'instant. Donc autre cytokine pro-inflammatoire, c'est l'IL6. Donc là, pour l'IL6, les données sont peut-être plus concordantes et plus convergentes pour identifier un rôle probable dans la sclérodermie systémique. Donc tout d'abord, il y a différentes études de cohorte qui ont montré que l'IL6 pourrait être un biomarqueur intéressant dans cette maladie. Des taux élevés sont prédictifs de progression et d'aggravation de la maladie. Un travail a même suggéré que les taux élevés d'IL6 pouvaient prédire la survie des patients, donc des données de biomarqueurs assez intéressantes. Ensuite, dans les données précliniques, il y a des travaux qui ont évalué le blocage de l'IL6 par différentes approches. Un premier travail japonais qui avait étudié des souris invalidées pour le gène de l'IL6 avec un bon effet inhibiteur sur la fibrose dermique induite par la bléomycine. Un rôle aussi important sur la fibrose induite dans le modèle impliquant la topoisomérase de type 1. Et nous-mêmes, nous avions étudié le tocilizumab et des stratégies de vaccination anti-IL6 dans des modèles de fibrose dermique induite par la bléomycine avec des résultats très intéressants. Donc, le tocilizumab a été commercialisé au Japon avant qu'il soit disponible en Europe et une équipe japonaise avait publié l'évolution favorable de 2 patients ayant des formes très sévères qui semblaient s'améliorer sous tocilizumab. Mais les données les plus convaincantes sont plutôt les suivantes. Donc, tout d'abord, dans une étude observationnelle avec le groupe européen USTAR, nous avions pu réunir 15 observations de patients traités en ouvert par le tocilizumab. Il s'agissait de formes de chevauchement avec des atteintes articulaires prononcées, donc des malades ayant une sclérodermie systémique, mais également une atteinte articulaire concomitante, des malades qui étaient en général réfractaires au traitement de première ligne utilisé, qui est le méthotrexate, et on avait pu réunir l'ensemble des informations. Vous voyez que les patients avaient eu à peu près 6 mois de suivi, donc 6 perfusions de tocilizumab, avec une bonne efficacité sur le phénotype articulaire, moins d'articulation gonflée, moins d'articulation douloureuse, une EVA douleur qui baissait bien, et les 2 tiers des patients qui étaient considérés comme des bons répondeurs sur l'atteinte articulaire. Sur l'atteinte cutanée, il semblait exister une tendance à une amélioration, mais les patients, encore une fois, n'étaient pas recrutés pour avoir une atteinte cutanée prononcée, donc c'est difficile de juger. Élément important de cette étude observationnelle, la safety, la tolérance, qui était très bonne, avec aucune complication sérieuse, aucun effet indésirable inattendu de ce blocage de l'IL6 chez ces patients. Mais les données les plus décisives sont les suivantes. C'est bien sûr l'étude qui vient d'être publiée cette année dans le Lancet, donc qui s'appelle l'étude Fascinate, qui a évalué dans une étude randomisée contre placebo durant 12 mois le blocage de l'IL6 versus un groupe placebo chez des malades ayant une durée de la maladie de moins de 5 ans, un score de Rodnan modifié entre 15 et 40 et une inflammation biologique. Vous connaissez probablement ces résultats. Vous voyez ici la courbe en vert qui est l'évolution de l'atteinte cutanée dans le groupe qui reçoit le placebo, où il existe une très légère régression de l'infiltration cutanée après un suivi de 48 semaines, avec une diminution à peu près de -1 du score de Rodnan, et une diminution de l'infiltration cutanée qui est plus marquée, plus prononcée dans le groupe ici illustré en bleu qui reçoit le tocilizumab, avec une différence entre les 2 groupes qui est de à peu près 3 points à la semaine 24, presque 4 points à la semaine 48, donc ce qui est proche de la significativité statistique. Donc cette significativité, elle n'est toutefois
pas tout à fait atteinte, mais on voit bien qu'il y a une différence entre les deux courbes et on a l'impression que la désinfiltration cutanée est plus prononcée chez les patients qui reçoivent le tocilizumab. Bien sûr, les critères secondaires sont d'intérêt dans cette étude, donc qui montre une tendance, et vous voyez que là encore, aucun des critères n'atteint précisément la significativité statistique, mais ils vont tous dans la bonne direction pour une amélioration de la qualité de vie, une activité évaluée par le médecin ou pour le patient, ou différentes échelles de qualité de vie. Donc là encore, des signaux convergents pour une plus grande amélioration dans le groupe qui reçoit le tocilizumab. Et vous savez qu'il y a des signaux aussi un peu indirects, mais suggérant que sur l'atteinte pulmonaire, il pourrait également y avoir des signaux positifs. Donc, des éléments d'efficacité qui suggèrent une efficacité. La tolérance était bien sûr suivie de près, avec un recueil des effets indésirables. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence très nette entre les deux groupes, placebo, tocilizumab, pour les effets indésirables infectieux ou les effets indésirables graves. Les résultats sont relativement concordants dans les deux groupes et il n'y a pas eu de complications inattendues, non connues. Bien sûr, les risques, par exemple, d'infection pulmonaire sont bien connus dans les autres maladies où on utilise le tocilizumab, mais là on n'a pas vu de problèmes digestifs ou de surinfection cutanée qui pouvaient être craintes au départ avant la mise à disposition de ces données cliniques. Et donc le laboratoire Roche et Genentech ont considéré que ces résultats, même s'ils n'atteignent pas la significativité, sont suffisamment convaincants pour qu'une étude de phase 3 débute, et elle est même relativement avancée puisqu'elle a débuté dans plusieurs pays dans le monde avec un recrutement qui est déjà actif. Le collectif de patients sera beaucoup plus important, de l'ordre de 250 patients, et donc on attend bien sûr ces données pour juger de l'efficacité ou non du tocilizumab dans la forme cutanée diffuse de moins de 5 ans d'évolution. Donc une autre cible et une autre molécule que les rhumatologues et internistes connaissent bien, c'est l'abatacept, donc une molécule de costimulation, le CTLA4. Là encore, quelques données précliniques et observationnelles suggérant un intérêt, avec notamment une augmentation des taux solubles dans la forme cutanée diffuse de la maladie, des données génétiques qui n'ont pas été très convaincantes pour identifier des variants du gène, mais quelques données sur des modèles animaux suggérant que l'abatacept pouvait être une cible intéressante. Et il y a une étude pilote qui a été publiée, une étude observationnelle Yostar, et il y a une étude de phase 3 qui est en cours actuellement aux États-Unis, qui recrutera, c'est plutôt une étude de phase 2 qui doit recruter 70 patients. L'étude pilote est la suivante. Vous voyez que les effectifs sont relativement faibles, c'est la comparaison de 7 malades traités par abatacept versus 3 malades qui reçoivent le placebo. Vous voyez le score de Rodnan au départ, 22 et 30 dans les deux groupes, des atteintes viscérales qui ne sont pas très sévères et une durée de la maladie qui est un peu plus avancée que ce que l'on a vu précédemment, avec toutefois ici une comparaison entre 3 ans versus 9 ans. Les résultats sont originaux parce que, premièrement, donc il y a une évaluation sur le devenir des patients avec assez peu d'effets indésirables et des changements cutanés que vous pouvez observer ici, qui sont une dégradation dans le groupe placebo et pas vraiment de modification dans le groupe abatacept, donc difficile de trancher. Mais les auteurs ont surtout mis l'accent sur une possible signature moléculaire et ils ont comparé l'expression pangénomique chez les malades qui auront été considérés comme répondeurs ou non répondeurs au CTLA4, et ils ont observé une différence quant au profil d'expression des gènes, suggérant que peut-être il pourrait exister une signature qui permettrait d'identifier des malades qui pourraient recevoir de l'abatacept. Donc ceci sera intégré à la nouvelle étude beaucoup plus large qui est en cours, mais donc ça montre un développement et une approche scientifique différente, basée au départ sur un profil d'expression génique pour sélectionner des patients qui pourraient recevoir plus spécifiquement telle ou telle molécule, et ici l'abatacept. Donc comme nous l'avions fait pour le tocilizumab, nous avions rapporté avec le groupe Yostar une étude observationnelle, 11 patients
traitées par abatacept, c'était souvent des formes qui avaient un chevauchement avec une atteinte articulaire ou une atteinte musculaire. Vous voyez qu'il y a à peu près 1 an de suivi, une amélioration sur le phénotype articulaire chez à peu près 1 malade sur 2 et pas de modification sur la quinte cutanée, mais elle était relativement modeste chez l'ensemble des patients, donc il est difficile de conclure. Par ailleurs, comme pour le tocilizumab, une bonne tolérance avec l'absence d'effets indésirables vraiment significatifs chez ce groupe de patients. Donc l'abatacept suit une voie de développement, donc, comme je vous l'ai dit, avec une étude de phase 2 qui est en cours, des données précliniques qui ont déjà été publiées et d'autres qui ont été présentées dans des abstracts suggérant un intérêt non seulement sur la peau mais peut-être aussi sur l'atteinte d'organes. Donc c'est sûrement une voie à suivre de développement potentiel dans la sclérodermie. Donc si on continue sur le petit diagramme que je vous ai présenté au départ sur la réponse immunitaire, un autre candidat important, c'est bien sûr le lymphocyte B, avec dans cette maladie des auto-anticorps qui sont très spécifiques de la maladie, et un traitement ciblant le lymphocyte B que nous utilisons tous relativement beaucoup, des développements très récents vraiment intéressants dans les vascularites, une place bien assise dans la polyarthrite rhumatoïde, et donc logiquement quelques patients atteints de sclérodermie ont été traités par rituximab dans des études ouvertes. Alors je vous ai listé ici les différents résultats disponibles qui sont un peu contradictoires parfois. Vous voyez, la deuxième étude faite à Boston ne montre pas de différence, alors que 15 patients avec une forme diffuse récente étaient inclus, étaient évalués. Pas de changement sur la peau, pas de changement sur l'atteinte pulmonaire et une tolérance qui n'était pas très bonne, avec presque 1 malade sur 2 qui développe des réactions allergiques. Alors dans cette étude, spécifiquement, les investigateurs ont eu peur d'utiliser les corticoïdes comme on le fait habituellement au moment des perfusions de rituximab. Donc ça explique sûrement la mauvaise tolérance allergique. Je ne pense pas que ça explique la différence d'efficacité, mais c'est un résultat à prendre en compte. D'autres études, comme la première, sont beaucoup plus encourageantes, avec des variations de 40 à 50% du score de Rodnan. Une étude a sélectionné aussi quelques patients servant de groupe contrôle, mais c'est des études d'effectifs relativement limités. L'étude peut-être la plus complète est l'étude observationnelle faite à partir du groupe U-STAR, dirigé par Oliver Dissler pour cette étude recensant le rituximab, avec Jordan comme premier auteur. Et là, 63 cas ont pu être réunis et étudiés, donc 25 formes diffuses relativement sévères. Et vous voyez, dans cette étude observationnelle, les malades recevant le rituximab ont été comparés à des malades qui avaient le même profil au départ, mais qui n'étaient pas traités par rituximab. Donc ce n'est pas une étude randomisée, mais c'est une étude avec un groupe contrôle extrait de la base de données sur la base des caractéristiques des patients. Donc c'est une approche originale de développement d'un groupe contrôle. Donc le détail est représenté ici. Vous voyez la variation du score de Rodnan dans le groupe qui reçoit le rituximab ici en rose, avec une variation de 26 à 20 pour le MRSS, alors que dans le même temps, le groupe contrôle variait de 25 à 23. Ici, c'est en pourcentage de changement. Vous voyez à peu près 6-7% dans le groupe qui n'a pas de rituximab, qui est le groupe contrôle, versus presque 25% dans le groupe qui reçoit le rituximab. Donc une tendance ici favorable, avec une atteinte cutanée moindre une fois que les malades ont été traités par rituximab. Ces résultats étaient aussi intéressants dans l'atteinte pulmonaire, mais le nombre de patients était beaucoup plus limité, puisque vous voyez que seuls 9 malades parmi les 63 avaient été identifiés comme ayant une fibrose pulmonaire, et les patients recevant le rituximab avaient une stabilisation de l'atteinte pulmonaire, alors que les malades identifiés comme le groupe contrôle, en fonction des caractéristiques de départ, voyaient baisser leur capacité vitale forcée, avec donc une différence qui suggère que le rituximab pourrait être utile. Donc, toutefois, ces résultats sur l'atteinte pulmonaire sont un peu à tempérer, tout d'abord parce que le nombre de patients est relativement limité, et puis aussi
un travail va être publié sous peu, venant de notre groupe avec une collaboration avec le professeur Matucci et puis différents collègues s'intéressant à la sclérodermie et aussi aux myosites. Et dans cette étude, on a pu comparer des malades ayant un syndrome des antisynthétases, des malades ayant une sclérodermie systémique et des malades ayant une connectivite mixte et recevant du rituximab dans une série ouverte. Et vous voyez les variations de la capacité vitale forcée dans les trois groupes, et les résultats ne sont pas très favorables, avec dans le meilleur des cas une stabilisation, voire une poursuite de la dégradation de la capacité vitale forcée, mais ces résultats ne sont pas très encourageants pour penser que les anti-CD20 pourraient avoir une place vraiment élective dans ce contexte de fibrose pulmonaire. Cela reste des études ouvertes, observationnelles, avec bien sûr les limites inhérentes, mais les résultats ne sont pas très en faveur d'une grande efficacité sur l'atteinte interstitielle pulmonaire de la sclérodermie. Alors, pour aller plus loin, il faudrait les études randomisées. Un travail a été mené en France sur la polyarthrite de la sclérodermie, avec comme critère secondaire les autres atteintes de la sclérodermie. C'est l'essai thérapeutique Recover qui maintenant est fini, qui va rassembler 23 cas dans une étude randomisée de malades ayant une polyarthrite de la sclérodermie traitée soit par rituximab, soit par placebo. Les résultats seront connus sous peu. Toutefois, le nombre de patients inclus va limiter les conclusions et représente un relatif échec de cette étude qui était un PHRC soutenu par l'APHP. Le nombre d'inclus n'est pas du tout celui qui était espéré et ça va fortement biaiser les conclusions. Il y a une étude en cours aux États-Unis randomisée évaluant le rituximab dans l'HTAP de la sclérodermie. Cette étude dure maintenant depuis plusieurs années, avec je crois quelques difficultés de recrutement, mais elle est toujours en cours et bien sûr ce serait intéressant de connaître ses résultats. Et enfin il y a une étude enregistrée mais qui je crois n'est pas active, qui est une étude belge par Vanessa Smith qui voulait développer le rituximab dans la forme diffuse précoce. Peut-être qu'elle pourra trouver le financement dans les années qui viennent, mais sans ces données-là, il sera difficile d'avoir de tirer plus de conclusions quant à la place du rituximab dans la sclérodermie systémique. Alors si le lymphocyte B est un bon candidat, qu'on ne dispose pas assez d'informations sur les anti-CD20, d'autres marqueurs du lymphocyte B sont potentiellement intéressants dans cette maladie. Donc il y a différentes données s'intéressant à BAF. Donc il y a un autre marqueur qui a une forme soluble et aussi une forme de récepteur membranaire qui a bien été étudié et il a pu être montré qu'il y avait une augmentation de la forme soluble et une surexpression du récepteur dans la peau et à la surface des lymphocytes B dans le contexte de la maladie. Des travaux in vitro ont montré leur rôle potentiel dans la modulation des fibroblastes et un travail utilisant les souris TSK, donc des souris qui développent une fibrose hypodermique de la maladie dans un contexte d'activation du TGF-bêta, ont montré des résultats prometteurs avec cette molécule. Donc il y a un essai de phase 3 qui est enregistré et qui serait développé en association avec le MMF dans la forme cutanée diffuse, mais cette étude est probablement sur le point de débuter, mais il n'y a pas encore de premiers résultats. D'autres marqueurs de surface du lymphocyte B pourraient être intéressants. Les anti-CD22 qui ont été développés dans d'autres maladies, dont le lupus, et le CD19, où là aussi des données de modèles précliniques, de modèles murins, utilisant la bléomycine, où les souris TSK ont montré un intérêt potentiel. Et il y a un laboratoire qui s'intéresse à un anti-CD19 dans ce contexte de sclérodermie. Alors une autre grande voie biologique est intéressante dans la sclérodermie, comme dans beaucoup de maladies auto-immunes. Vous connaissez le développement des stratégies ciblant les interférons de type 1 dans le lupus. La sclérodermie est aussi une maladie candidate pour moduler l'interféron de type 1, donc sur différents arguments. Tout d'abord, il y a beaucoup de travaux génétiques pour montrer que des polymorphismes des gènes modulant l'interféron IRF4, 5, 7 et 8, des polymorphismes des variants de ces gènes sont fortement associés à la sclérodermie systémique.
Des études d'expression ont bien mis en évidence des signatures interférons, que ce soit dans les cellules circulantes ou dans la peau. Des travaux plus récents ont montré aussi des aspects de biomarqueurs avec une signature de chémokine répondant à l'interféron de type 1 et encore plus récemment une voie mettant en évidence de façon assez spécifique dans la maladie un axe entre TLR4 et IRF5, montrant qu'IRF5 pourrait être un des acteurs importants de la physiopathologie de la sclérodermie systémique. Et bien sûr, grâce aux molécules qui sont en développement dans le lupus et aussi dans les myosites, il y a des anticorps qui sont disponibles. Un a déjà été essayé dans une étude très préliminaire dans la sclérodermie, donc c'est un essai développé par la société Medimune. Voilà les résultats qui portaient juste ici sur des approches pharmacologiques pour doser le médicament en fonction des différentes doses administrées pour étudier donc la faisabilité, aussi la tolérance. Il n'y avait pas eu de signaux particuliers, donc on attend la suite du développement comme cela a été le cas dans le lupus avec des résultats récents relativement prometteurs. Probablement que cette voie va continuer à être développée dans la sclérodermie systémique. Donc une autre voie peut-être cette fois plus spécifique qui est la stratégie bloquant le TGF-bêta. Le TGF-bêta, c'est un facteur de croissance central dans la sclérodermie, un rôle clé dans l'activation du fibroblaste, des collaborations avec le CTGF, le PDGF, qui sont d'autres facteurs de croissance importants pour l'activation des cellules mésenchymateuses. Donc, il y a quelques années, une première étude avait échoué à montrer une efficacité d'une stratégie anti-TGF-bêta, mais la qualité de l'anticorps et les propriétés de l'anticorps ont été remises en question. C'est la raison pour laquelle Genzyme a travaillé et travaille dans la sclérodermie avec un nouvel anticorps, donc le fresolimumab, qui est un anti-TGF-bêta. L'année dernière, une étude très préliminaire a été publiée qui porte sur un nombre de patients relativement limité. Vous voyez 15 patients, vous voyez le profil avec un MRSS de 27 au départ, une durée de la maladie avec un âge moyen de 51 ans et une durée de la maladie qui est de l'ordre de 20 mois ici depuis les premiers signes en dehors du rhino. Et le profil d'auto-anticorps est illustré ici. Il est intéressant de noter que sur ces 15 malades, 8 ont des anti-ARN polymérase 3 qui représentent quand même un groupe très spécifique de malades ayant une sclérodermie systémique, probablement un sous-groupe beaucoup plus représenté aux États-Unis qu'en Europe. Et la stratégie, c'était de comparer des perfusions, des 2 doses de perfusion sur un critère de biomarqueur avec des biopsies cutanées qui étaient répétées dans le temps à différents moments. Et vous voyez l'administration ici des traitements. Donc une perfusion à 5 mg kg versus 2 perfusions à 1 mg kg. Donc les résultats sont difficiles à interpréter, toutefois on a l'impression de voir après l'administration du traitement une réponse sur le MRSS qui remonterait ensuite par la suite de façon plus stimulante des gènes connus pour être des gènes impliqués dans le remodelage cutané et la fibrose dermique semblaient répondre et être modulés après l'administration de cet anticorps anti-TGF-bêta. C'était vrai pour la thrombospondine. COMP, vous voyez une diminution avant qu'éventuellement il y ait ensuite une réascension. L'autre élément pour ces études préliminaires, c'est d'étudier bien sûr la tolérance de ces médicaments, puisqu'on est dans une approche de blocage d'une voie biologique très importante qui est impliquée aussi dans la tolérance immune, et il y avait eu dans le passé des signaux d'alerte quant à la possibilité d'exacerber des maladies auto-immunes en bloquant le TGF-bêta. Donc ici ce n'est pas ce qui a été constaté, il n'y a pas eu d'éléments en ce sens. Par contre, il y a un certain nombre d'éléments importants à prendre en compte qui sont la présence de saignements, de saignements gingivaux, de saignements gingivaux, ici d'épistaxis,
et des phénomènes d'anémie résultant de ces saignements, avec des anémies qui sont survenues dans un certain nombre de cas. Vous voyez ici les hémorragies gastro-intestinales qui sont survenues chez deux patients avec épistaxis, 2 patients avec hémorragie gingivale. Et donc il y a eu des petits signaux par rapport à ces complications. Si on synthétise tous ces processus, vous voyez que 10 patients sur les 15 ont développé des phénomènes d'anémie. Ceci est peut-être quelque part lié à cette population très particulière de patients avec anti-RNA polymérase 3 et un risque qui est connu chez ces patients d'avoir ce qu'on appelle l'estomac pastèque et des signes de saignement dans l'estomac au cours de cette affection. Donc quelque chose à prendre en compte, à évaluer, et nous verrons s'il y a un développement complémentaire après cette première approche très préliminaire. Autre voie biologique intéressante dans la maladie et qui est en développement dans cette maladie, dans d'autres affections, ce sont les inhibiteurs, les modulateurs de tyrosine kinase. Donc pour l'instant, c'est surtout l'imatinib qui a été évalué dans la problématique de sclérodermie systémique avec différentes études. Dans un premier temps, des études ouvertes avec des doses variables, 600 mg, 400 mg, 400 mg, donc qui peut expliquer un certain nombre des résultats. Et vous voyez les résultats qui étaient relativement modérés en termes d'efficacité pour ces études, qui la plupart du temps étaient uniquement des études observationnelles. Par contre, ce qui a été frappant dans toutes ces études, c'est des problèmes de tolérance, avec, vous voyez, 20% d'arrêt du médicament ici, l'ajustement des doses nécessaires dans 83% au cours de cette étude, et ici, un certain nombre de patients présentant des effets indésirables directement en relation avec l'utilisation de l'imatinib. Par ailleurs, l'efficacité a été évaluée de façon plus rigoureuse dans une étude française initiée par le groupe d'Alain Taïeb à Bordeaux, et donc qui a évalué la dose de 400 mg, donc qui n'est pas la dose la plus forte, chez 28 patients dans une étude randomisée qui a été donc publiée en 2012 maintenant. Vous voyez la comparaison de 13 patients dans le groupe placebo, 15 dans le groupe imatinib. La plupart avaient une sclérodermie systémique. Il y avait quelques patients avec des formes de morphée généralisées. Un score de Rodnan au départ de 26 dans les 2 bras. Peu de complications systémiques. Et les résultats n'ont pas montré d'amélioration, de variation très nette du score de Rodnan. Ici, vous avez des variations à 6 mois dans les 2 groupes. Il y a peu de changements dans les 2 groupes sans différence significative sur des scores histologiques, sur la qualité de vie, sur la DLCO. Vous voyez des variations qui allaient dans des directions parfois très divergentes d'un patient à un autre, mais en moyenne, il n'y avait pas d'amélioration du MRSS ni des autres paramètres évalués. La tolérance à cette dose semblait par contre peut-être meilleure que dans la dose à 600 mg qui a été évaluée dans d'autres études. Donc, toutefois, il ne semble pas qu'il y ait de développement maintenant de l'imatinib. Par contre, d'autres inhibiteurs de tyrosine kinase sont en développement dans la sclérodermie. Par exemple, le nintédanib qui a trouvé sa place dans la fibrose pulmonaire idiopathique est en développement dans la fibrose pulmonaire associée à la sclérodermie avec une étude de phase 3 qui est en cours, et d'autres inhibiteurs de tyrosine kinase sont en réflexion pour être positionnés dans cette maladie. Donc je vous ai synthétisé ici l'utilisation des médicaments, des traitements de fond conventionnels dans la sclérodermie pour vous illustrer la grande diversité d'utilisation du méthotrexate, du plaquenil, de l'imurel ou du mycophénol dans cette maladie. Je vous ai figuré ici sur un échantillon de la base Eustar la pratique actuelle. Vous voyez qu'il y a plus d'une centaine de malades. C'est un travail qui date déjà un travail de recensement qui date déjà d'il y a un petit peu plus d'un an. Plus d'une centaine de patients ayant déjà reçu du rituximab, donc qui montre que probablement les investigateurs croient que cette molécule pourrait trouver sa place. Vous voyez qu'il n'y a que 27 malades qui ont reçu des anti-TNF, probablement des formes de chevauchement avec la polyarthrite sans fibrose pulmonaire, et ces malades étaient relativement anciens. Et puis, un peu plus de malades ayant reçu du tocilizumab que dans la précédente étude, 13 malades sous abatacept. Donc nous sommes en train de mettre à jour ces données pour essayer de recueillir des informations observationnelles complémentaires, à la fois pour essayer d'estimer l'efficacité et de mieux apprécier la tolérance.
Voilà pour les données publiées à ce jour. Je vous ai listé ici les études, de nouveau, qui sont les études attendues dans les mois qui viennent ou années qui viennent, pour essayer de préciser la place éventuelle de biomédicaments dans la maladie. Donc on a vu l'anti-BAF, l'anti-IL1, l'abatacept dans une étude de phase 2, les inhibiteurs de l'interféron, le tocilizumab qui est maintenant dans une étude de phase 3, et puis je vous ai cité ici une autre molécule, même si je ne sais pas s'il faut la qualifier de biomédicament, mais qui est l'évaluation de médicaments pampipar dans la forme cutanée diffuse de la maladie, qui est une autre approche, peut-être un petit peu plus métabolique, mais qui s'éloigne de l'approche inflammatoire et auto-immune, mais qui semble très intéressante dans cette maladie. Et donc si on reprend le schéma de départ, je vous ai positionné ici les médicaments qui sont en cours d'évaluation ou qui vont être évalués. Si on reprend notre schéma de départ, donc le blocage de l'interféron, des données complémentaires sur l'abatacept, des données, vous le savez probablement, qui ne sont pas très claires sur le rôle de TH17, avec des données dans les modèles humains ou chez l'homme qui sont assez divergentes, donc la place des TH17 n'est pas bien connue pour l'instant. Des modulateurs du lymphocyte B pour lesquels on aimerait des données plus complètes sur l'anti-CD20, mais aussi des données avec l'anti-CD19 ou l'anti-BAF. Sur les molécules et cytokines pro-inflammatoires, le rilonacept en cours d'évaluation, le tocilizumab qui est en cours d'être évalué, et puis une étude est sur le point aussi de commencer qui va évaluer un anticorps monoclonal bispécifique qui va cibler l'IL4 et l'IL13. Donc c'est une molécule pour laquelle des données vont être publiées sous peu dans la fibrose pulmonaire idiopathique et qui est développée dans la sclérodermie pour la fibrose cutanée. C'est une étude qui va commencer dans les semaines qui viennent. Et si on évalue l'aspect plus distal ou d'aval du signal qui caractérise la sclérodermie avec ce processus de fibrose, donc on attend des données avec un médicament anti-LPA, l'IVA 337 et le riociguat inhibiteur de guanylate cyclase qui est dans une étude de phase 3 qui est en train de se terminer. Donc vous voyez une grande actualité thérapeutique, des biomédicaments qui sont issus des connaissances dans les autres maladies inflammatoires ou auto-immunes, mais aussi quelques médicaments spécifiquement développés dans la sclérodermie, avec des approches plus de médicaments modulant la fibrose, ce qui pourrait nous conduire dans quelques années à peut-être imaginer des combinaisons de médicaments anti-inflammatoires, modulant la réponse immune avec des médicaments antifibrosants, mais ça ce sera le futur plutôt de moyen terme. Donc je vous remercie pour votre attention.